Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de la deuxième saison du podcast Le Trèfle. C'est Johan, j'espère que vous allez bien, que vous profitez comme nous de ce début de saison. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré, la dernière fois c'était pour la preview. On a laissé passer le début de saison, on a laissé la saison démarrer et comme on vient tout juste de passer la barre symbolique des 10 matchs joués, on s'est dit qu'on allait faire un premier point. J'ai avec moi ce soir deux de mes chers acolytes de l'équipe du Trèfle qui vont partager avec vous leurs sentiments, leur analyse de ce début de saison. Il y a Hugo. Comment ça va, Hugo? Bonsoir Johan, bonsoir à toutes et à tous. Bah écoute, ça va, même si Jalen Brown est dans mon équipe, ça va quand même. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et puis il y a Elias aussi. Salut Elias. Salut, comment ça va? Je pense que vous aussi ça va. On a Jason Tatum dans l'équipe, il n'y a pas de raison de se morfondre comme ça, franchement. Voilà, donc un petit point négatif, un petit point positif. Ça va être un peu comme ça qu'on va fonctionner dans ce podcast. On va parler de ce qui va bien, on va parler de ce qui va un peu moins bien. Les gars, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc 10 matchs joués, comme on le disait. Un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Je vais prendre le temps de faire un petit rappel. Donc un début de saison qui, sur le papier, n'était pas facile. On démarre contre deux équipes, alors qui aujourd'hui sont en difficulté, ou en tout cas qui ne sont pas vraiment au niveau où on pensait les voir, les Sixers et le Heat. Mais sur le papier, en tout cas, c'était un début de saison assez costaud. On sort de ces deux matchs avec 2 victoires. On enchaîne avec le Magic, match qu'on aurait pu penser un peu plus abordable. Ça n'a pas forcément été le cas. On va quand même prendre une 3e victoire. Derrière, 2 défaites contre les Bulls, puis contre les Cavs. On retrouve la victoire contre les Wizards. Un 2e match contre les Cavs qui sera plus accroché. Le premier s'était pas super bien passé. Là, on était plus proche, mais ça suffira pas. 2e défaite d'affilée contre les Cavs. On rejoue les Bulls. Contre eux, par contre, on arrive à prendre notre revanche. Ensuite, il y a une victoire assez moche et pas vraiment rassurante contre les Knicks, où là, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau de la défense. Et enfin, donc, le match d'hier, belle victoire contre les Grizzlies dans un match assez accroché. Les gars, globalement, on en parlait avant la saison, on a regardé le calendrier, on se demandait un peu à quoi s'attendre, ce qu'on pouvait espérer sur ces 10 premiers matchs. On va bien sûr revenir sur la manière, mais déjà, le bilan, pour vous, c'est satisfaisant? Moi, je pense que c'est satisfaisant. Le bilan en soi, 7-3, c'est très correct. On aurait pu faire mieux. Il y a des défaites qui sont un peu. La première défaite contre les Cavs, on se prend un Caris LeVert et Donovan Mitchell qui sont absolument monstrueux. C'était des défaites un peu. Bon, ça arrive en NBA, quoi. C'est une ligue avec tellement de talent maintenant qu'il suffit qu'un ou deux joueurs en face soient très très grands jours et voilà, donc on perd. Je pense que les 2 défaites contre les Cavs sont frustrantes parce que c'était des beaux matchs et que ça a joué. Après, c'est une équipe très forte qui n'a pas perdu depuis son premier match. Si qui a dû perdre hier contre les Clippers en fait, il me semble. Mais quand même une équipe très forte, donc voilà. Et la défaite contre les Bulls, c'était pas non plus inquiétant. C'est-à-dire que certaines victoires ont été un peu moins belles que les défaites. Donc non, je pense pas que je pense que le bilan est très correct et je pense qu'on voit une amélioration déjà dans les quelques derniers matchs par rapport aux matchs précédents. Donc moi ça me va. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Elias. Bon, moi, je suis un peu plus
sceptique, en tout cas sur la première défaite face aux Bulls, parce qu'autant le premier quart-temps était très rassurant, mais je trouve que derrière, j'avais été très inquiet, notamment par la performance défensive de notre équipe. Mais bon, malgré ça, et sur ces 10 premiers matchs, c'est quand même beaucoup plus de positifs, je pense, que de négatifs. Bon, même si on pointera, parce que c'est notre travail aussi, on pointera les aspects plus négatifs. Mais bon, si on m'avait dit avant le début de la saison, vu les absences, vu les incertitudes qu'il y avait autour de l'équipe, qu'on sera à 7-10, surtout à 7-10, à 7-3 pardon sur les 10 premiers matchs, sur un bout de calendrier qui est quand même assez, je trouve difficile en tout cas sur le papier. J'aurais signé dès demain, donc voilà, donc je suis plutôt content. Et maintenant, on a justement des matchs un peu plus abordables qu'il faudra gagner aussi pour embellir encore plus ce bilan, je pense. Ok, bon, ben, je suis assez d'accord avec tout ça. Je vous propose de parler d'un sujet qui fâche, justement. Tu parlais des choses négatives à analyser. La saison dernière, les Celtics ont l'une des meilleures défenses de toute la NBA. C'est ce qui fait notre identité, notamment durant la deuxième moitié de saison. C'est ce qui fait qu'on a un bilan quand même, je rappelle, de 26 victoires pour 6 défaites entre le 30 janvier et la fin de la saison régulière. C'est en grande partie ce qui nous emmène en finale NBA. Et depuis le début de la saison, on a le 20e defensive rating de la ligue. On a encaissé en moyenne 114,4 points par match. À titre de comparaison, bon, je me suis pris la tête à le calculer, donc je vous le donne. Sur cette fameuse deuxième partie de saison dont je parlais à l'instant, on en encaissait en moyenne 103,7. Alors bon, les chiffres, c'est une chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien que la défense ne fonctionne plus aussi bien. Alors oui, il y a l'absence de Rob. Oui, il y a un nouveau coach qui voit les choses différemment, qui axe un peu plus sur l'attaque. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des habitudes à reprendre, des choses à mettre en place. Est-ce que c'est inquiétant ou pour vous, c'est juste qu'il faut que la machine se mette en route? Je dirais pas que c'est inquiétant. Sur les stats de points par match, la NBA, cette année, c'est n'importe quoi. Tout le monde met des points. Il n'y a plus de take fall, donc il y a plus de points en transition. Donc c'est naturel qu'on prenne plus de points par match. Mais c'est vrai qu'on est souvent nul en défense. Et ça vient en fait d'erreurs individuelles. Ça vient même pas forcément d'un manque d'engagement, mais vraiment juste des oublis répétitifs, que ce soit Jalen Brown, Marcus Smart, Horford qui communiquent mal sur des switches ou sur des écrans. Ça va être, et là c'est un peu plus tactique, mais on a pris quand même pas mal de points sur la gueule avec du drop que Horford joue. On pourra peut-être aller en détail un peu plus pourquoi. Je pense que c'est dû à l'absence de Rob, et du coup c'est pas très agréable à voir. Donc c'est pas inquiétant, je pense que ça peut être assez facilement réparable avec l'arrivée de Rob, un peu plus d'envie, peut-être, je sais pas, que certains se réveillent un peu dans ce domaine-là, on va dire. Mais c'est sûr que ça fait bizarre de nous voir aussi nuls alors que c'était clairement notre terrain de jeu l'année dernière, quoi. D'accord. Hugo? Un peu comme Elias, je suis pas vraiment inquiet parce que déjà à chaque début de saison, pour toutes les défenses, c'est compliqué parce que il y a beaucoup d'équipes qui arrivent avec des nouveaux sets offensifs, enfin des nouveaux schémas offensifs, donc qui sont beaucoup plus. Enfin, ça prend du temps à analyser aussi pour les défenses à la vidéo. Donc je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Et comme l'a dit Elias, aussi avec les nouvelles règles cette année, il y a énormément de points. Dans toutes les équipes marquent énormément, donc bon là-dessus, je suis pas trop inquiet. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains choix défensifs qui m'inquiètent un peu plus. Tu parlais du drop, Elias, mais c'est vrai qu'on est très très permissif sur pick and roll. Je pense notamment au match des Bulls et au début de match, je crois que c'est le deuxième contre les Cavs, quand justement Darius Garland fait son retour parce qu'il s'est blessé au premier match. Euh, En fait, on est ultra permissif sur le pick and roll et on se fait mais tellement sanctionner sur le drop. Je pense que DeRozan sur le deuxième match, quand il en plante, je sais plus, 45 ou quelque chose, il doit en mettre au moins 20-22 sur des paniers faciles derrière un pick and roll, alors on le sait, en plus c'est sa spécialité. Et si on vient pas le chercher là-dessus, il va nous tuer toute la nuit. Donc il y a quelques choix vraiment, vraiment difficiles. Donc j'espère qu'on changera ça, hein. C'est quand même pas sorcier
au moins ne serait-ce que demander des switches, même si c'est pas la solution à tout, d'essayer de proposer des choses différentes. Après, ouais, c'est pas non plus une énorme inquiétude chez moi. Je pense que ça va se régler. Chaque année, il y a des équipes qui commencent très difficilement. Et je sais plus qui disait ça. Je lisais une interview d'un analyste. Bon, je sais plus exactement où c'était, mais prenez l'exemple de Phoenix l'année dernière. En gros, Phoenix avait commencé avec une grosse défense à saison. Ouais, non, justement, c'est le contraire. Ils ont commencé avec une défense moyenne et en fait, ils sont montés au fur et à mesure, justement pour aussi en prévision des playoffs. C'est ce que répétait Monty Williams notamment dans les interviews. Il disait ouais, une saison c'est long. Se mettre, excusez-moi l'expression, mais le cul par terre en défense dès le mois d'octobre, bah, ça pèse énormément sur les organismes. Donc le principal, c'est surtout de monter en puissance. Et je pense qu'on le verra, là, on regardera justement de toute façon les analytics tous les mois, mais je pense qu'on verra dès le mois de... Bon là, on est au mois de novembre, mais dès mi-décembre, je pense qu'on verra, en tout cas j'espère, les Celtics beaucoup plus haut dans ce classement des meilleures défenses. Ok. Alors, pour le coup, il y a le revers de la médaille, c'est l'attaque. Alors bon, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas forcément très représentatif en début de saison pour la défense. C'est peut-être le cas un petit peu aussi pour l'attaque, mais c'est toujours bon à prendre. On a une très nette amélioration au niveau offensif, hein. J'ai vérifié avant d'enregistrer, on était premier ex aequo avant le match d'hier, et du coup, après, après le match contre les Grizzlies, les Celtics sont le meilleur offensive rating de la ligue. Ça, c'est un vrai progrès pour le coup. C'est Robin dans la preview qui nous disait que pour lui, on aurait cette saison une défense moins bonne mais une meilleure attaque. Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que ce soit à ce point-là. Vous en pensez quoi? Je peux pas dire que je suis très étonné. Peut-être que soit premier, c'est assez, c'est quand même pas mal, quoi. Ça fait plaisir. Mais vu le style de jeu, la manière dont on joue et le personnel qu'on a, je veux dire, c'est assez clair que c'est bien. En fait, ça marche bien, ça tourne bien. Je pense que le coach est pour pas mal de décisions de jeu. On est alors attendez, on est troisième en tentative de 3 points par match avec un peu plus de 40 par match et on est sixième en pourcentage à 3 points avec à peu près 39%, ce qui est pas mal au-dessus de la moyenne de la ligue. Et en plus de ça, ce qu'on n'avait pas du tout l'année dernière, on a cette année, ça s'appelle un banc, hein, parce qu'on a un banc cette année, c'est assez fou. Notre banc qui met 5 3 points par match à 47% de 3 points, ce qui est environ 5% de plus que le deuxième qui est les Sixers à 41%. Donc c'est un peu un mix de tout qui fait que notre attaque fonctionne très bien. Je pense que ça peut aussi s'expliquer par juste Tatum qui est assez monstrueux, on va en parler plus tard. Mais ouais, c'est pas, je dirais que c'est un bon point. Je pense pas que ça va rester comme ça à ce niveau-là, c'est-à-dire comme tu l'as dit 116, 117 de force rating. Je ne pense pas que ce soit assez, comment dire, ça va pas durer à ce point-là, mais parce que normalement on va se mettre à défendre et un peu moins donner d'énergie en attaque peut-être. Mais ça fait plaisir, c'est agréable, sachant on le répète, mais on n'a pas Rob Williams et notre TPE elle a été utilisée sur un joueur qui ne jouera pas de la saison probablement. C'est quand même assez remarquable. Ouais, c'est sûr que c'est agréable d'être dans cette position-là, sachant qu'il nous manque quand même deux joueurs, bon en tout cas un joueur majeur et puis un joueur qui aurait pu quand même apporter pas mal en sortie de banc. Hugo? Moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter à ce que Elias a justement exposé. C'est vrai que l'apport du banc fait quand même énormément là-dessus. On peut jouer beaucoup plus de possession, j'ai envie de dire clean, par rapport à l'année dernière où quand nos starters sortaient, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, avec l'apport notamment d'un Brogdon, bon, ça, l'attaque et d'ailleurs l'offensive rating de Brogdon est assez criant. Il est à 118 pour sa simple personne, donc ça montre qu'il est ultra important là-dedans. Et justement, il arrive à emmener avec lui toute l'équipe au relais justement de Tatum quand il n'est pas sur le terrain. Et ça entraîne tout le monde, toute l'équipe en ressort grandi offensivement. Et justement, moi j'attends beaucoup aussi du retour
de Rob Williams, parce que pour l'instant, on a un spacing qui est vraiment très intéressant avec ce que propose Joe Mazzulla et aussi le roster en lui-même, hein, qui, tu l'as dit, avec pas mal de shooters. Sam Hauser qui est excellent cette saison, Grant Williams qui est toujours aussi bon, même Derrick White qui sort sa meilleure saison au shoot en carrière. Donc bon, voilà, on a retrouvé même du shoot. Donc maintenant, j'attends beaucoup de Rob Williams aussi de son retour pour avoir un autre spacing, un spacing plus vertical, pour encore avoir une nouvelle arme en plus en attaque, qui sera, je pense, vraiment létale, parce que on aura une attaque qui sera encore plus variée, et franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc je pense que notre attaque a de beaux jours devant elle. Ok, eh ben, je te remercie de parler de Rob Williams. Du coup, tu vas me faire la transition. Al Horford en 5, c'est un petit peu compliqué, on s'en doutait. L'absence de Rob, donc, elle est pénalisante. Alors, juste pour dire un petit mot, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant. Moi, j'étais un petit peu passé à côté, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Les dernières déclarations sont assez encourageantes hein, en ce qui concerne Rob. Il a voyagé avec les Celtics, il dit qu'il s'entraîne à peu près normalement. Il a même précisé qu'il dunkait. Donc bon, il y a fort à parier que les Celtics vont être prudents. Hein. On est en début de saison régulière, ils vont pas prendre de risques. Mais a priori, ils devraient revenir dans un futur relativement proche, on va dire. En tout cas, en son absence, Blake Griffin, c'est compliqué. Luke Cornett, bon, moi personnellement, je l'aime bien, mais bon, en deuxième pivot, c'est un petit peu léger, même s'il a montré des belles choses. Vonleh, c'est pareil, c'est pas horrible, mais est-ce que ça suffit vraiment? On a un vrai souci à l'intérieur là, en attendant Rob. Est-ce qu'on est vraiment dans l'attente du retour de Rob à ce niveau-là? Je pense que on a un souci, c'est presque indéniable, mais en même temps, c'est pas un assez gros souci pour que ce soit un vrai problème de saison régulière, quoi. On s'en sortira très bien. Je pense que Cornet et Vonleh sont pas des joueurs de rotation NBA à 22 minutes par match, mais ils ont un niveau correct. Je pense que Cornet a montré qu'il pouvait apporter des choses assez intéressantes en attaque et défense. C'est pas ridicule du tout. En plus, il a inventé un nouveau move. Il saute au panier pour déconcentrer les tireurs à 3 points, donc c'est assez drôle. Je pense que c'est pas on a un souci, c'est clair, parce que on n'a pas de vrai 5 titulaires, parce que Horford est clairement pas bon dans ce rôle-là. On n'a pas de vraie protection de panier, ça c'est criant, hein, ça nous manque vraiment. Le meilleur protecteur de panier de notre équipe là, c'est Tatum et de loin. Donc voilà, c'est pour dire. Donc si on avait cette rotation en playoff, ce serait très inquiétant. Là, on va s'en sortir. Au final, quand on y réfléchit, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont des pivots super talentueux qui peuvent absolument appuyer là-dessus. Et offensivement, on n'a pas besoin on l'a bien vu, on n'a pas besoin d'un Rob Williams pour être très très efficace. Que ça ferait du bien de l'avoir, mais je pense que le souci il est assez marginal, quoi. C'est pas non plus. Je pense qu'on aurait plus de soucis s'il nous manquait un Tatum ou un Brown, parce que la rotation à l'aile n'est pas impressionnante non plus, quoi. Ah, là, Tito, on va pas être content parce qu'on a quand même un sacré remplaçant sur l'aile, mais bon, on en parlera plus tard. Hugo, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi personnellement, je trouve que c'est quand même un gros problème cette rotation intérieure, parce que encore une fois, à Ford en 5, c'est vraiment plus possible. Enfin, ouais, c'est trop dur, que ce soit en attaque, en défense, c'est très très difficile. Donc vivement qu'il y ait le retour de Rob ou une solution autre, parce que le voir passer, je sais pas, 30 minutes sur le terrain en poste 5 en 2022, c'est trop compliqué. Donc voilà, après, oui, on va pas se le cacher, on est dépendant du retour de Rob Williams, parce que comme Elias l'a dit, Luke Cornett, je pense vraiment que c'est un bon joueur NBA, franchement, sur 10-15 minutes, il donne d'excellentes minutes. J'ai encore le souvenir de son match, il me semble que c'est contre Chicago justement. Il donne vraiment, bon allez, je crois qu'il joue 15 minutes ou quelque chose comme ça, mais il donne vraiment 15 bonnes minutes, même excellentes minutes, j'ai envie de dire. Donc
c'est plutôt encourageant de ce point de vue-là. Je me permets de te couper. C'est un peu, moi je dirais, c'est un Daniel Tice avec un petit moins, quoi. Ouais. C'est un joueur qui peut être très efficace. Je pense qu'il y a des matchs où il sera nul, et des matchs où, la plupart des matchs, il sera très bon. Et bien, son rôle, il le fait bien, je pense. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, sur 10 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Après, c'est vrai que derrière, moi, je suis pas du tout convaincu par Noah Vonleh, par exemple. Je trouve très moyen. En fait, c'est bizarre parce qu'il a vraiment tous les attributs pour être un bon joueur, mais défensivement, il a toujours un temps de retard. Bon, offensivement, il fait ce qu'il peut, c'est plutôt bien ce qu'il fait offensivement, mais défensivement, c'est trop compliqué dans la rotation, il est toujours en retard. Donc, j'y crois pas du tout. Et après, bah, Blake Griffin, voilà, il est gentil. Bravo à lui. Là, je voyais encore sa pub de Noël là, il y a quelques années quand je jouais du piano. Bravo à lui pour ça. On espère qu'il refera une petite pub de Noël parce qu'il joue bien du piano. Donc voilà, mais on veut plus le voir sur le terrain du tout. Donc franchement, c'est sûr qu'il y a un problème. Donc comme Elias a dit, c'est pas un souci en soi en saison régulière parce que on va gagner des matchs. Ça, c'est pas un souci. Après, c'est sûr que si on arrive en playoff avec cette rotation-là et aussi des incertitudes pardon, autour de la santé de Rob Williams, là, je donne pas cher de notre peau, en tout cas pour avoir un statut de contender. Donc, il faudra soit ajuster ça à la deadline, soit avec, là, on a une exception pour pallier à la blessure de Danilo Gallinari, soit faire un petit move comme ça sur le buyout market ou éventuellement, hormis si on est sûr à 100% du retour de Rob Williams en forme et en forme et vraiment à 100% sans qu'il rate beaucoup de matchs. Mais je pense que ce ne sera pas le cas, donc je pense qu'il faudra quand même ajuster ce point-là là, sur le buyout market. Ce sera, je pense, pas du luxe. Ok, ok. Bon, du coup, j'aurai une petite question un peu plus tard concernant les éventuels moves, mais on y reviendra. Juste pour fermer le sujet sur l'intérieur, là, je sors un petit peu du cadre, mais j'ai une petite question. Je voudrais bien votre avis. Depuis le début de la saison, on avait un 5 de départ qui était calé. On avait donc Smart, White, Brown, Tatum et un pivot. Alors Horford la plupart du temps. Et puis quand il était mis au repos pour les matchs en back-to-back, on a eu un coup Vonleh, un coup Griffin, où on aurait peut-être eu Cornet du coup, mais il était absent aussi. Et puis hier soir, contre les Grizzlies, on a eu un 5 de départ, Smart, Brown, Tatum, Grant Williams et Horford. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire du coup que Rob va bientôt revenir et que Joe relance un line-up avec deux bigs à votre avis? Ou bien est-ce que c'était juste parce que c'était ce match-là qui... Enfin, moi je trouve ça un peu étrange en fait de voir ce 5 de départ, sachant que Rob est blessé, que Luke Cornet est absent. La menace du backcourt chez les Grizzlies, c'était plutôt, enfin la menace pardon des Grizzlies, c'était plutôt le backcourt. Est-ce que l'idée c'était de garder Brogdon et White plus frais, ou est-ce que ça peut être pour reprendre de vieilles habitudes à votre avis? Euh, Mazzulla avait dit en pré-saison, le premier match où il avait start Derrick White, que ça pourrait changer pardon, selon les match-ups. Et je pense qu'hier c'était purement une question de match-up contre les Grizzlies. C'était intéressant de penser un peu plus grand que d'habitude parce qu'ils avaient, il me semble, Brandon Clark et Santiel Mada, pardon, qui étaient qui sont pas de pivots, mais qui sont un peu plus grands que la moyenne des 4 et 5. Et il fallait donc répondre avec de la taille. Et je pense que c'est intéressant de voir de la versatilité. J'ai pas du tout aimé la line-up avec Grant et Horford, personnellement. J'ai trouvé que ça marchait pas vraiment. Offensivement surtout, défensivement ça allait, il tenait quand même. Et je pense pas que, je sais pas si c'est un signe du retour de Rob. Je pense que de toute façon, quand Rob va revenir, on aura un retour à la line-up Horford en 4 et Rob en 5. Ça m'étonnerait qu'il ose changer ça. À voir, mais on s'en est sorti l'année dernière avec des rotations qui n'étaient pas non plus. N'avait pas vraiment non plus quelqu'un derrière à vraiment rentrer. Donc je pense pas qu'il changera la line-up d'ici là. Je pense que c'était juste une question de match-up. On est en saison régulière. C'est le 10e match de Mazzulla en NBA en tant que head coach. Il teste des choses, il voit un peu ce qui se passe.
et pas forcément mauvais. Après, j'ai pas aimé les line-up comme j'ai dit, mais ça peut être intéressant de voir ce que Grant peut faire avec les starters plutôt qu'avec. Ok, ouais. Hugo, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord, j'ai vraiment pas aimé non plus la line-up. En fait, je voyais pas de raison évidente en tout cas de changer le 5, donc je pense que c'est vraiment une question de match-up. Après, on verra, on verra s'il continue là-dedans, mais je pense qu'il n'y a pas de raison d'en changer. En tout cas, on avait un 5 qui marchait très très bien. Les ratings étaient plutôt bons pour notre 5 majeur, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de couper les ponts avec Derek White qui en plus fait un début de saison très intéressant, donc je pense qu'il mérite totalement sa place en tout cas dans le 5. Surtout défensivement, hein. C'est notre deuxième meilleur défenseur de la saison pour l'instant. Il fait vraiment un très très bon travail, donc ouais, je suis d'accord. Je pense que White est plus intéressant avec les starters parce que moins de responsabilité balle en main, il a plus son rôle de défenseur. C'est un peu moche à dire hein, pour lui, mais c'est un peu un 3D maintenant avec nous. Et ça marche bien dans la line-up. Donc, moi, je pense que pour l'instant, ça robe. La réponse logique, c'est Derek White. Ça a bien marché, mais à voir. Hein. On ne sait jamais ce qu'il peut faire. Ouais, surtout que justement on l'a dit, mais cette année c'est un excellent catch and shooter, donc ça complète super bien le 5 et j'espère en tout cas même après le retour de Rob Williams, pardon, je suis partisan de garder, de sortir plutôt Horford du 5 et pour décaler justement les minutes intérieures et garder Derek White dans le 5 qui je trouve est vraiment excellent. Donc, ça serait en tout cas ma take. Je sais pas si c'est ce que fera Mazzulla, mais j'aimerais en tout cas qu'il le fasse. Ok, alors, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant maintenant. On a entendu la saison dernière que s'il avait aussi bien joué toute la saison que ce qu'il a proposé entre février et avril, son nom aurait été très très haut dans la discussion du MVP. Je parle bien sûr de Jason Tatum. Il nous a habitués à des démarrages poussifs. Souvent en début de saison, c'est pas top, il a besoin de temps. Cette saison, ce n'est absolument pas le cas. Hein. Il est au top niveau d'entrée. Alors, candidat MVP du coup, Tatum cette saison? Candidat, oui, il ne le gagnera pas. Mais candidat, oui. Il ne le gagnera pas parce qu'il y a des monstres hein, entre Luka Doncic et Antetokounmpo. Je pense que ça va être difficile de le gagner cette année, surtout vu que il a un peu trop de talent dans l'équipe avec lui, Tatum. Je crois que on en parlera plus tard, et Hugo en parlera plus tard, mais les gens aiment bien un peu surcoter Brown et son impact individuel dans l'attaque des Celtics. Mais non. MVP niveau, oui. Il a pour l'instant un niveau absolument incroyable. Il fait tout sur le terrain, littéralement. Moi, ce que j'aimerais bien euh, dire sur lui, parce qu'il n'est pas forcément, qui est pas du tout visible dans les stats ou un peu dans les highlights, c'est que c'est devenu un vrai leader. À la fois, on le voit dans les temps morts, il parle, à la fois sur le terrain, balle en main, il dirige tout le monde en permanence. Il est toujours en train de dire à un tel d'aller ici, il est toujours en train de faire tel play, de diriger tel joueur, de discuter, de machin. C'est quelque chose qu'on voyait pas tant que ça, on voyait surtout Smart le faire. Et là, j'ai l'impression que cette année, Tatum a vraiment pris un autre niveau de leader offensif, même défensif, hein. Mais surtout en attaque, hein, quand il a la balle en main. Je le vois tout le temps dire à Brown d'aller mettre un écran par là, à Horford de changer de côté. Enfin bref, voilà. Donc il y a une nette amélioration, ce qui est quand même assez incroyable par rapport à son niveau l'année dernière, c'est que sur presque tous les aspects du jeu, il s'est amélioré. Défensivement, il est absolument monstrueux, mais encore une fois, je pense qu'il va peut-être cette année c'est la fin, mais il a toujours été sous-côté défensivement. Peut-être que cette année il aura ses lauriers avec une sélection défensive, mais on verra plus tard. Ouais, gros début de saison, très impressionné, très content que ça commence dès le début. Et je m'y attendais pas, hein. Moi, je vais être honnête, je pensais qu'il allait faire un début de saison à son habitude. Mais j'imagine que l'off-season de 3-4 mois avec le repos, tout ça, ça l'a bien aidé parce qu'il n'a pas eu de JO ou de championnat du monde juste avant, qui a réduit son repos cet été. Ok. Hugo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tatum? Bah déjà, je vais commencer par ça. Je suis d'accord avec Elias sur un point, c'est que c'est dans l'attitude en fait. C'est vrai que cette année, il a une attitude de vrai leader qui
qui tranche un peu avec. Bon, l'année dernière, il était un peu, mais je pense notamment à la saison galère, la dernière avec Danny Ainge et Brad Stevens en tant que coach, où il était déjà un peu un leader, mais il n'arrivait pas, je trouve, à emmener vraiment tout le monde avec lui. Et là, cette année, c'est tout le contraire, justement, et on le voit notamment. Je pense à l'attitude qu'il a avec Sam Hauser après le match contre. Il me semble que c'est New York, justement, le York, match. New York. Ouais, c'est New York. Où Sam Hauser a un gros coup de chaud et surtout, il y a un play intéressant où Sam Hauser prend un pic et fait une passe à l'intérieur pour Luke Cornett. Tatum, en conférence de presse d'après-match, il a passé limite 2 minutes à parler uniquement de ce play en disant oui, c'est son meilleur play en carrière. Il a bossé dur pendant l'année dernière et tout cet été pour être en position de jouer en NBA. Et là, c'est plus juste un shooter. Quand il est capable de faire des plays comme ça, c'est un vrai joueur NBA, etc. Et je trouve son attitude vraiment positive aussi avec les jeunes. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, c'est un patron. Il est dans la ligue depuis 6 ans. C'est un patron, il emmène les autres. Et c'est un vrai leader. Bon, le petit bémol avec ça encore, c'est qu'il râle beaucoup trop pour les fautes. Il est déjà à 3 fautes techniques au bout de 10 matchs, donc c'est énorme. Et juste pour parler un peu plus de son impact, je vais utiliser une stat. Donc c'est la stat Raptor, en fait, c'est un algorithme qui est utilisé par beaucoup de front office NBA, qui a été créé par un site qui s'appelle 538. Donc voilà. Et ça mesure en fait le nombre de points sur lesquels va contribuer un joueur. Donc ça existe en attaque et en défense et c'est mesuré sur 100 possessions et par rapport au nombre moyen en fait on fait une moyenne par rapport aux joueurs moyens NBA et donc ça mesure l'efficacité d'un joueur. Et Tatum cette année il est à 6,3 d'offensive rate Raptor, donc c'est-à-dire que en gros il améliore l'attaque de son équipe de 6,3 points pour 100 possessions et c'est absolument énorme. Donc il est dans le top 5 de cette stat sur la ligue. Et en fait, offensivement, cette année, il est injouable. Il est trop fort. Il faut dire ce qu'il est. Il est un peu moins dans le playmaking que l'année dernière, mais par contre, ses stats au shoot s'en ressentent grandement parce qu'il a 65% de true shooting percentage. Donc, c'est une stat en gros qui mesure généralement l'efficacité d'un joueur au tir. Et donc, c'est là où on voit aussi l'intelligence de Brad Stevens quand il a ramené Brogdon. Parce que Brogdon, on le sait, c'est un joueur qui attaque le cercle, qui va faire du bien aussi dans le playmaking. Et on en avait besoin quand on voit les finales, notamment de Marcus Smart. Et ben, son apport, il est là aussi parce que ça permet de soulager Tatum d'un point à la création. Et Dieu sait qu'il a été énormément utilisé là-dedans l'année dernière. Et justement, là, ça permet de plus le concentrer, en tout cas pour l'instant, sur un rôle de scoreur, de shooter. Et on voit que dans l'efficacité, ça s'en ressent. Donc pour l'instant, c'est un début de saison XXL de Jason Tatum et j'espère que ça va durer. Mais en tout cas, je pense que comme l'a dit Elias, cet été vraiment de repos et sans match, sans tournoi, sans match dans la bulle, va lui faire beaucoup de bien pour tenir toute la saison. Ok, bon bah voilà donc ce qu'on pouvait dire sur JT. On va parler de l'autre moitié du duo avec Jaylen Brown. Alors Jaylen Brown, c'est un joueur qui est quand même assez régulièrement cité positivement, on va dire. Moi, quand je vois passer son nom sur Twitter, c'est presque toujours pour en dire du bien, parce que il est beau, il est grand, il marque beaucoup de points, il colle des beaux posters sur la tronche de Mitchell ou de Vucevic. Mais chez nous, au trèfle, on est assez critique envers lui. Parce qu'il y a la partie qui est peut-être moins visible ou que les gens ont peut-être moins envie de voir, qui saute peut-être moins aux yeux. Mais on pourrait parler des pertes de balles, des prises de décision qui sont parfois douteuses, de la défense aussi, parce que c'est vrai qu'on lui a collé une étiquette on va dire, de bon défenseur. Depuis le début de la saison, c'est très discutable. Alors bon, personnellement, j'ai rien contre Jaylen Brown. À la base, c'est même un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais il y a une grosse frustration, le sentiment qu'il pourrait faire tellement mieux. Hugo, je vais te lancer sur Jaylen en premier parce que je sais que tu vas faire un carnage. Et comme ça, peut-être que Elias pourra tempérer un peu ensuite, ou pas. Alors déjà, comme toi, je vais tout de suite commencer en disant que je suis pas forcément
un hater de Jaylen Brown, hein. C'est un joueur que j'aime plutôt bien en NBA. Mais forcé de constater que depuis quelques années, Jaylen Brown est peut-être le joueur le plus frustrant de la ligue. Et en tout cas pour ma part, et je dis bien pour ma part, je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi et je peux l'entendre. Je pense que Jaylen Brown est en tout cas un des joueurs les plus surcotés de la ligue. Parce que à chaque fois, justement, comme tu le disais, on entend beaucoup de choses positives sur lui. Beaucoup je me souviens encore l'année dernière de certains qui trouvaient que Jaylen Brown était meilleur que Jason Tatum. Voilà, je ne vais pas rouvrir ce débat, mais enfin, j'espère que ces personnes auront la décence de se repentir parce que c'est quand même un sacré blasphème de tenir des propos comme ça. Mais voilà, donc Jaylen Brown pour moi en fait c'est un joueur de box score. On va regarder ses box scores par exemple. Je vais prendre le match contre Cleveland, je crois. Le deuxième contre Cleveland qu'on perd en prolongation. Où il met 30 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais en fait, pourquoi on perd le match? Parce que en prolongation, il y a des choix immondes de Jaylen Brown. Donc voilà. Niveau decision making, c'est pas du tout ça. Et je suis allé voir justement pour mon propos les stats avancées. Parce que justement, j'avais l'impression, en tout cas visuelle, qu'on était, je ne veux pas dire meilleur avec Jaylen Brown, mais en tout cas que Jaylen Brown ne rendait vraiment pas l'équipe meilleure. Et pour un joueur qui est payé plus de 25 millions à la saison, c'est quand même problématique parce qu'on attend de lui qu'il soit un de nos leaders. Et en tout cas, force est de constater encore une fois que cette année, c'est pas le cas. Donc, j'ai encore pris la même stat que pour Tatum, hein, le Raptor, pour justement vous comparer. Donc, lui, par contre, il a moins 4 au global. Donc, il a moins 2 de Raptor défensif. Donc, c'est-à-dire que enfin, sur 100 possessions, l'équipe encaisse 2 points de plus quand il est là. Et l'équipe marque 2 points de moins en attaque quand il est là. Donc, c'est quand même assez problématique. L'année dernière, il était en positif, évidemment. Et surtout, même si j'aime pas énormément cette stat, il a un net rating négatif. Donc il a moins 1,8 de net rating. Donc c'est encore une fois très très problématique. Bon, là c'est la stat que je déteste le plus, mais le plus-minus, je suis obligé de le citer parce que ça m'a fait rire. Sur nos 3 derniers matchs, donc 3 victoires, sur chacun de ces matchs, il a un plus-minus négatif. Donc ça s'explique aussi pas que de son fait, hein, parce que justement il y a une tentative aussi de Mazzulla de l'utiliser en leader de la seconde unit, donc en sortie de banc, enfin lui avec les remplaçants, et ça fonctionne pas du tout, ça a été un carnage. J'ai vu un tweet d'ailleurs de Robin qu'on salue, on t'embrasse Robin, je sais que tu vas nous écouter, mais un tweet très intéressant, je vous invite à follow son compte si ce n'est pas fait, et à regarder ses tweets, mais justement là-dessus, il disait que là où Tatum justement avait été impérial, notamment contre New York, pour mener le banc avec lui, Brown c'était une catastrophe face à Memphis. Et justement, quand on s'intéresse un peu plus aux problèmes de Jaylen Brown, c'est simple, il faut juste voir sa sélection de tir. Donc déjà, quand on le voit jouer, on voit que c'est un athlète, qu'il est ultra athlétique, etc. Donc c'est un mec qui devrait dominer près du cercle. Et en effet, quand on regarde les stats, il domine près du cercle, il est très bon proche du panier, parce qu'il tourne à 56,2% de réussite quand il prend des tirs proches du cercle. Donc là, c'est très très bien. Le problème, c'est que, certes, c'est là où il en prend le plus, mais il prend encore beaucoup trop de pull-up. Par exemple, sur 4 tentatives de pull-up, il est à 34,5% et surtout à 7% sur les pull-up à 3 points. Donc ça, certes, c'est sur un tout petit volume, hein, il en prend même pas 2 par match, mais quand même 7%, c'est catastrophique. Donc voilà. Et surtout, une stat qui m'a fait bondir, parce que c'est quand même sur un volume qui est important. Donc il prend 3 tirs par match après avoir touché le ballon plus de 6 secondes par possession. C'est-à-dire qu'il phagocyte totalement l'attaque, il a le ballon plus de 6 secondes en main. Et quand il prend des tirs comme ça, il est à 37% de réussite. Donc voilà, le problème de Jaylen Brown, c'est qu'il phagocyte totalement notre jeu offensif. Là où un Tatum, un Brogdon, même un Smart est capable de faire vivre le ballon,
et rendre les autres meilleurs, c'est tout le contraire pour Brown. Il phagocyte énormément de jeux. Je l'ai dit quand il doit driver la seconde unit, justement. On l'a vu hier contre Memphis, c'était une catastrophe. Et, pour ma part, je l'avais dit dans le conseil de classe l'année dernière, j'attendais une progression de Jaylen Brown, notamment sur son handle. Et cette année, c'est pas le cas du tout. Il perd encore énormément de ballons. Et j'ai l'impression même que des fois, quand il dribble, notamment quand il part de 45, dès qu'il y a un peu de pression, le ballon est forcément perdu. Donc voilà pourquoi je pense que Jaylen Brown est, en tout cas pour ma part, un joueur surcoté. C'est-à-dire que c'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Il est peut-être pas extrêmement bien utilisé encore, mais en tout cas, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire parce que c'est un joueur dominant quand il attaque le cercle. Malheureusement, il ne fait pas encore assez. Donc il se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas, donc c'est problématique. Ouais, j'allais dire, c'est vrai que si on en a souvent parlé entre nous, c'est vrai que s'il se concentrait sur un rôle de slasher, il serait beaucoup plus efficace. Et pour revenir à ce que tu disais, donc pour parler du match d'hier, 7 ballons perdus, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va poser problème. Elias, est-ce que tu veux défendre un tout petit peu Jalen ou tu Peut-être veux le aller dans le sens de défendre Hugo? après, mais je vais rajouter un peu à ce qu'a dit Ouais, Hugo. vas-y, rajoute-en Pour un aller dans peu. ton sens, tu as parlé des turnovers. Il y a quelque chose, j'ai pas la stat sous les yeux, j'ai pas de stat pour appuyer ça, mais il, il y a beaucoup de marchés de Jalen Brown cette saison qui s'explique par un espèce de. Ça se voit qu'il veut attaquer le cercle, ça se voit qu'il sait que c'est un excellent athlète et qu'il est très bon en finition en cercle. Sauf que le problème, c'est que les équipes ont regardé les playoffs l'année dernière, ont regardé le hit, puis les Warriors le contrer et lui prendre la balle à chaque fois qu'il commençait un drive un peu esselé, on va dire, sans vraiment être lancé. Et il s'enferme en fait, il s'enferme dans les attaques, il joue avec aucune. euh, j'ai perdu le mot. Il sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne cherche pas à savoir ce qui se passe autour de lui, surtout. C'est assez inquiétant quand même. Euh, il, il fonce la tête baissée, et si ça passe, ça passe, et si ça passe pas, ça passe pas. Il se retrouve bloqué soit sur un stop, il arrive à ne pas faire de marché, soit il fait n'importe quoi, il perd un ballon. Il y a aussi pas mal de fautes offensives, je trouve que c'est bon, ça va, c'est pas non plus très grave, ça arrive, mais c'est important de le noter. Il fait un peu n'importe quoi pour. Moi, j'ai une théorie, hein, son contrat, il peut signer une extension bientôt. S'il a une sélection LNBA, il va gagner beaucoup plus d'argent. Je pense que c'est pas anodin. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche aussi en NBA et je pense qu'il le sait. Et voilà, donc c'est assez dommage de le voir jouer comme ça, sachant qu'on a une équipe qui. Enfin, hier, des séquences de offensives qu'on fait quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, pardon, qui fait tourner la balle, tout ça, c'est super beau. Et comme Hugo a dit, il phagocyte complètement l'attaque sur certaines possessions, il prend des tirs moisis. Euh, J'ai entendu Titouan sur le podcast avec Guillaume sur Donovan Mitchell qu'il disait que les superstars prenaient des tirs quand même de superstars qui sont souvent des mauvais tirs, mais s'ils le rendent, c'est pas grave. Là, le problème, c'est qu'ils les rendent pas. Donc, ils les rendent pas ou pas assez, et donc c'est pas très agréable à voir, c'est super frustrant. Et malgré ça, il met toujours ses points par match parce qu'il est bien servi. Il a toujours des bonnes stats en tir, en catch and shoot à 3 points. Donc il rentre ses points parce qu'il y a une bonne animation offensive à côté de lui. Mais ouais, je suis d'accord pour dire que c'est assez inquiétant. En plus de ça, c'est que défensivement, là, on peut le dire, c'est le pire qu'il a jamais été. Il fait aucun effort. Il, comme il a toujours été dans sa carrière, hein, c'est pas un très bon, c'est même un assez mauvais défenseur sans ballon, enfin pas sur ballon quoi. Mais là, c'est encore plus catastrophique. Il perd le joueur, il oublie de défendre. Enfin, c'est assez compliqué à voir. Et ça fait quand même un peu chier de le voir comme ça, sachant qu'on sait à quel point il est fort. Il a été fort, il peut l'être. Mais là, pour l'instant, c'est pas le niveau qu'on espère. Et pourtant, hein, c'est quand même 25 points par match, presque 7 rebonds par match, quoi. Mais c'est un peu moins de 3 assists pour 3,2 turnovers. C'est pas idéal. Sachant que quand on voit les options qu'on a à côté, on prend des possessions pour pas grand chose et c'est pas très agréable à voir. Voilà. Donc ma défense, ce serait quand même de dire que malgré tout, il met ses points, il rentre des tirs qui sont des bons tirs, mais il abuse un peu, il force un peu, et
Et moi, j'ai un peu peur que ce soit à cause de ces histoires de contrat et de sa sélection All-NBA qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Et on peut pas voir ça ici, quoi. On sait très bien qui est le meilleur joueur de l'équipe, on sait très bien qui sont les playmakers, parce que même si Mazzulla essaye un peu, ça ne marche pas, hein, Jalen Brown en playmaker, et je suis pas sûr que ça marchera un jour, honnêtement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je suis d'accord avec Hugo, c'est inquiétant, c'est chiant, et j'espère que ça va un peu changer parce que s'il joue comme ça en playoff, ça va un peu être problématique, quoi. C'est vrai que bon, on va peut-être lui laisser le temps aussi de lancer sa saison à lui aussi, mais c'est vrai qu'on espère que ça restera pas comme ça. On va revenir à quelque chose de positif. On en a parlé dans plusieurs sections par petits bouts, on va dire. Maintenant, on va s'y intéresser pleinement. Le banc. Alors bon, Malcolm Brogdon, on l'a dit, se révèle être un style absolument extraordinaire, hein, quand on sait qu'on l'a eu contre 2 paquets de chips et un Kinder Bueno. Pardon, Daniel Tice, je t'aime de tout mon cœur, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Kinder Bueno White. Eh oui, c'est ça. C'est celui-là. Moi, je sais pas vous, mais ma satisfaction principale, bon après c'est sûr qu'il y a Tatum qui est au plus haut niveau, mais c'est cool qu'il le soit déjà. Mais ma satisfaction principale en ce début de saison, c'est vraiment Brogdon et Sam Hauser. Sam qui est aussi bon qu'on pouvait l'espérer à 3 points, qui fait des efforts défensifs. Il a joué tous les matchs. C'est pas juste du par-ci par-là, hein. On voit vraiment qu'il est dedans. Il joue 13 minutes de moyenne à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il est dans ce range-là. Il shoot à 56% à 3 points. Bon, c'est pas un volume énorme. Il en prend 3, je sais plus combien, entre 3 et 4. 3,3. Pardon 3,3. 3,3, voilà. Donc à 56%. C'est un vrai ajout dans la rotation. Après, il y a Grant Williams, lui, on savait de quoi il était capable, mais il confirme. Quand Rob sera revenu, on peut supposer que White sortira du banc également, donc ça sera précieux, à moins que Joe suive le conseil de Hugo. Bon, a priori, ça devrait plutôt se passer comme ça. Ce banc qui est vraiment meilleur, ça peut faire une vraie différence. Ça fait une différence et ça Ça fera une commence déjà, différence. oui, mais ça peut faire une vraie ça différence peut plus clairement loin, faire quoi. une vraie différence. C'est sûr que ça fait plaisir. Hauser, on n'a pas en soi grand chose à dire, hein. Il rentre ses tirs. Défensivement, c'est pas un pur négatif. Et en plus, j'ai l'impression que les équipes adverses rentrent un peu dans le Hauser chasing et que du coup ils rentrent dans des positions où ils font n'importe quoi, de l'isolation qui est pas si bien que ça. Donc ça va. Défensivement, ils nous pas tant de points que ça. Mais c'est surtout Brogdon, hein, pour moi qui est l'ajout c'est absolument incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs ajouts un des meilleurs moves de l'off-season sur toute la NBA. J'ai regardé un peu parce que je me rends compte que c'est quand même sa spécialité et c'est assez impressionnant la manière dont il le fait. C'est un vrai driver. Je pense qu'on n'a jamais eu dans les quelques dernières années quelqu'un qui drive aussi bien que Malcolm Brogdon. C'est assez impressionnant. Et il a 12 drives par match. Donc en soi c'est 28e dans la ligue. Donc c'est pas si haut que ça en volume pur. Mais c'est le seul dans la liste des 30 premiers qui est à moins de 30 minutes par match. Et il est à 24 minutes par match. Le seul qui est à peu près, c'est Westbrook qui est à 29 minutes par match. Sinon, tous les autres, c'est du 32, 33, 34 minutes. Donc lui, il met 12 drives par match, sachant que il a une efficacité monstrueuse sous le panier. Il a des très bonnes capacités de playmaking qui font qu'il crée des tirs ouverts. Il crée des tirs ouverts surtout pour des Sam Hauser, pour des Jason Tatum quand ils sont dans le même line-up. Et donc, en fait, il fait tout. Le seul mini négatif que j'ai pour lui, c'est qu'on m'a un peu vendu sa défense peut-être un peu trop cher, on va dire. Je le trouve pas très bon. Il est pas ridicule, hein, c'est un bon défenseur, mais voilà, il y a rien de spécial. Mais sinon, ouais, non, c'est un ajout incroyable. Ça fait plaisir d'avoir un banc qui est aussi bon, aussi efficace. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vraies armes comme ça en sortie de banc. Je pense que depuis Terry Rozier et Marcus Morris, en gros, on n'avait pas eu des gens qui savaient mettre des points en sortie de banc. Parce que j'adore Nesmith et Langford. Mais voilà. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, c'est très sympa. C'est vrai que je me faisais la réflexion, je sais plus si, je suis pas sûr que ce soit hier, c'était peut-être dans le match contre les Knicks.
Ça fait plusieurs fois que je vois, tu sais, souvent dans le match, ils affichent le nombre de points du banc, et enfin des deux bancs des deux équipes. Et en fait, j'avais tellement pris l'habitude que les Celtics soient en dessous de l'autre équipe. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on les voit au-dessus, donc c'est quand même très appréciable. Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Non, bah, sur le banc, c'est sûr que, en tout cas pour le moment, on a un des meilleurs bancs de la ligue, statistiquement et même l'impression visuelle, hein. Autant les autres années, oui, c'était compliqué. On prenait tout de suite des runs quand nos meilleurs joueurs sortaient, mais là, cette année, justement, tout le monde toute l'équipe est à peu près uniforme et ça se ressent même dans les ratings. Et moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on arrive vraiment à avoir des séquences avec un seul joueur majeur, enfin deux si on compte Brogdon, mais en joueur majeur, je parle surtout de Tatum et Brown, malheureusement, mais voilà, non, je rigole. Mais je parle surtout des membres du duo. On arrive à avoir des séquences avec un joueur majeur et quatre joueurs du banc. Et justement, ça tient, voire même des fois, ça met des runs, comme contre les Knicks, justement. Donc franchement, c'est sûr que ça nous change la vie à Boston. Et on a vu à quel point les bancs étaient quand même importants pour gagner des titres ces dernières années. Donc si ça permet déjà de nous faire souffler en saison régulière et de nous amener un peu plus frais en playoff, et même en playoff de contribuer, bah, franchement, là on aura tout gagné, je pense. Ouais, comme tu dis, je rebondis, je me permets. Il y a tu dis que ça permet d'avoir des line-up avec un seul joueur starting five. Il y en a deux que j'ai envie de souligner, c'est celle de Tatum et Brogdon qui sont accompagnés de Grant Williams, Sam Hauser et un big. Donc en l'occurrence, j'ai deux stats sous les yeux. C'est donc Brogdon, Tatum, Cornet, Grant et Hauser qui ont quand même 131 d'offensive rating, c'est énorme. Et la même line-up avec Vonleh à la place comment de Cornet, c'est 148 d'offensive rating sur les mêmes, donc c'est 16 et 17 minutes. Donc c'est des petits échantillons. Mais au-delà des stats, sur le terrain, ça a de la gueule. Il y a Hauser, Grant qui space. Il y a, y a il y a Brogdon qui permet d'apporter son playmaking, sa capacité offensive, et Tatum qui est Tatum. Et les line-up sont excellentes. Ils ont essayé de faire ça avec Brown hier, ça ne marchait pas. C'était pas du tout la même chose. Donc voilà. Ouais, les line-up Tatum plus banc étaient déjà très bien les saisons précédentes, mais là avec Brogdon, c'est presque une line-up avec deux All-Stars au final. Donc c'est vraiment pas mal. Et ouais, c'est sûr que l'ajout de Brogdon, comme on l'a dit pendant la preview, tu te retrouves avec un gars qui serait titulaire dans plus de la moitié des équipes de NBA, et toi tu en fais ton sixième homme. C'est vraiment un luxe, quoi. Sujet suivant, si c'est bon pour vous en ce qui concerne le banc. Bon, après on va peut-être pouvoir l'évoquer aussi dans le sujet. Joe Mazzulla, on n'en a pas encore parlé. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, on a parlé du côté offensif, c'est cool. La rotation est peut-être un peu serrée. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gros joueurs jouent beaucoup, hein. C'est toujours une. Bon, après, évidemment, il n'est pas encore temps de s'en inquiéter. C'est le début de saison. Mais et puis, je me faisais la réflexion qu'en fait, Udoka faisait la même chose la saison dernière, hein. Je me souviens qu'on devenait dingue de voir Tatum jouer 40 minutes contre le Magic ou contre les Rockets, je sais plus. No disrespect envers les petites teams, hein, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est le coach rookie qui veut gagner des matchs, surtout que Joe veut peut-être faire en sorte de le garder, hein, ce poste. Est-ce que c'est le début de saison chargé? Est-ce que ça va se décanter un peu? Euh, Est-ce qu'on peut attendre aussi à ce qu'il se passe quelque chose au niveau défensif? Parce qu'il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, je comptais lancer Elias, mais il me semblait qu'il voulait aussi partager son point de vue sur sa mastication. Mais du coup, Oui, oui. ah ben alors, alors vas-y. Je sais que Non, c'est ça te juste que tenait à cœur. j'ai moins de choses à dire en fait sur Mazzulla. Je me sens pas vraiment les capacités d'analyser à fond ce qui est. Oui, j'ai envie d'envoyer un petit message à Joe Mazzulla, s'il te plaît, arrête de mâcher ce chewing-gum si violemment, c'est assez désagréable à regarder. Bref. Non, sinon sur les line-up,
je suis d'accord que les Stars jouent trop, enfin les Tatum, Brown, Horford. Après, on a joué presque que des bonnes équipes, on a joué presque que des matchs serrés. Ça va redescendre, hein, on va pas avoir des blowouts, on va les reposer, on va se faire exploser, hein, ça va arriver, on va les reposer. Que, pour l'instant, je dirais pas que c'est inquiétant, c'est un peu chiant, mais bon, ça va. Hein, Tatum, il est capable de rester à des minutes. Sur ses rotations, moi j'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'il fait ce qu'il peut et avec ce qu'il a. Moi, pour ma part, je suis pas trop inquiet pour la question de la rotation, parce que déjà, premièrement, on a une rotation à 9 cette année. Bon, une rotation majeure à 9 sur les 10 premiers matchs, qui étaient, on le rappelle, des matchs en tout cas compliqués sur le papier. Donc, je suis pas trop inquiet là-dessus. Après, c'est vrai que oui, Tatum et Brown jouent beaucoup. Ils jouent plus de 37 minutes en moyenne. Bon, c'est pas non plus. Bon, c'est beaucoup. C'est pas le chiffre comment, le plus irrationnel que j'ai pu voir ces dernières années. Mais bon, ça peut encore être réglé dans les prochaines semaines. Là, par exemple, on joue 2 fois Detroit, qui est en grande difficulté cette année. Je pense que c'est un match où on devrait, par exemple, voir un petit Peyton Pritchard, par exemple. Je pense que c'est enfin, c'est 2 matchs dans lesquels on pourrait le voir. Voilà. Sinon sur Mazzulla en lui-même, bah, c'est simple, hein, il avait dit dans une interview, je sais plus après quel match c'était, après le match contre les Wizards, il me semble, où il a expliqué simplement qu'il aimait les maths. Et bah, ça se ressent dans son coaching, parce que comme Elias l'avait dit justement tout à l'heure, on tente plus de 40 tirs extérieurs par match. C'est simple, c'est au basket avec le tir près du cercle, le tir le plus rémunérateur, pardon. Donc, bah, c'est pourquoi on cherche à avoir beaucoup de spacing, et pour l'instant, en tout cas, ça marche bien. Je critiquais justement le 5 de départ, mais c'est vrai que c'est quasiment la. Je critique surtout le 5 de départ parce qu'on souffre beaucoup en défense à mon goût, notamment sur le drop d'Orford. Mais c'est vrai qu'en attaque, pour le coup, niveau spacing, c'est quasiment ce qui se fait de mieux à Boston depuis très longtemps. Parce qu'on a un spacing qui est vraiment optimal. Bon, j'attends de voir avec Rob Williams justement pour avoir un spacing aussi vertical pour encore plus étirer les défenses. Enfin, forcer les défenses à avoir un double poison. Donc voilà, mais en tout cas, ce que fait Mazzulla pour l'instant, c'est plus ou moins ce que j'attendais. Il utilise encore beaucoup la ligne de fond comme j'avais dit dans la preview. Donc je m'y attendais beaucoup. Sur le spacing, j'attendais aussi plus de flex quand même en attaque. Donc le système flex, je rappelle, c'est un système qui consiste à faire un back pick d'un intérieur pour le faire remonter tête de raquette et ensuite découler un système. On en fait un peu, mais pas beaucoup. Donc voilà, je trouve par contre, on fait vraiment bien vivre le ballon, donc ça compense. Après, est-ce que on arrivera à garder cette même adresse toute la saison? Est-ce que justement, si on a des périodes avec un petit drop d'adresse, on sera capable de s'ajuster? C'est aussi là la grande question par rapport à Mazzulla, mais je pense que il a prouvé, en tout cas sur ses débuts NBA, que c'était un cerveau offensif qui était quand même très très intéressant. Donc je me pose pas trop de questions là-dessus. J'espère longtemps qu'il pourra régler les petits soucis en défense, et franchement, moi, on aura un super coach. Après, moi, j'adore Mazzulla depuis plusieurs années, donc je suis pas trop étonné là-dessus, mais c'est vrai que je suis quand même surpris très positivement par ce qu'il propose dans l'attaque. Ok, ouais, c'est vrai que c'est une belle surprise et que c'est plutôt bon à prendre. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Juste un truc, bon là comme ça, j'y pense. On n'a pas trop parlé de Marcus Smart. Bon, on a beaucoup entendu que son début de saison était pas terrible. C'est vrai que offensivement, c'était pas ouf. Il a dû sentir qu'on ferait le pod bientôt, puisque hier il a fait un super match, donc il voulait nous laisser une, une impression positive. Il était peut-être un peu en dessous défensivement. Bon, quand Marcus Smart est un peu en dessous, ça reste quand même au-dessus de beaucoup de monde en défense. Mais c'est vrai est-ce que d'un defensive player of the year sortant, on peut pas attendre mieux? Hugo, je vais peut-être te tendre la perche là-dessus. Il y a
On n'a pas trop parlé de Derrick White non plus. Et puis oui, c'est ça aussi que je voulais te demander tout à l'heure. Tu parlais de Peyton Pritchard encore à l'instant. Tu parlais aussi de move. On n'a quasiment pas vu Peyton Pritchard jouer encore cette saison. Est-ce que je te lance sur plein de choses à la fois, hein, excuse-moi, mais comme l'épisode touche à sa fin, j'essaye de voir un peu de quoi on n'a pas parlé. Est-ce que tu penses que Pritchard pourrait être échangé peut-être à la deadline? Est-ce que c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est vrai qu'on l'a tellement peu vu que peut-être qu'il rentre plus dans les plans. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, en tant que fan de Peyton Pritchard, le joueur, j'espère pour lui qu'il serait échangé parce que voilà, niveau développement personnel, c'est compliqué parce qu'il mérite de jouer, il a largement le niveau pour jouer en NBA. Et là, de le voir se morfondre sur le banc, c'est un peu compliqué, même si à chaque fois qu'on a des images du banc, il a l'air de plutôt bien le vivre. Enfin, évidemment, c'est qu'une façade, hein, mais il a l'air d'être bien intégré dans ce collectif. Donc, est-ce qu'il a justement des promesses aussi de Mazzulla pour jouer un peu plus sur le reste de la saison? C'est possible, mais j'y crois pas vraiment. Donc, c'est possible qu'il soit échangé. Après, moi, il y a d'autres moves que je trouverais plus intéressants, notamment un joueur que j'ai toujours adoré en NBA, Derrick Favors, qui est encore free agent. Il a été transféré dans le trade qui a envoyé notamment Théo Malédon chez les Rockets, qui a été coupé, qui a été coupé justement en compagnie de Derrick Favors. Mais justement, moi, Derrick Favors, c'est un joueur que j'adore, qui est capable de défendre, qui pourrait faire souffler, même débuter des matchs post 5 ou faire souffler Horford. Ça serait le move que je ferais, surtout avec l'exception qu'on a récupérée pour remplacer Gallinari. C'est ce que j'espère. Après, est-ce qu'on le fera je sais pas. Mais en tout cas, je suis quand même content parce que là, il y a Dwight Howard qui a signé à Taïwan. Ça veut dire qu'on ne signera pas Dwight Howard et je suis rassuré. Effectivement, c'est vrai que c'était la bonne nouvelle pour nous, même si elle ne nous concernait pas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les gars, ou pour vous, c'est bon? Non, c'est vrai que sur Smart, tu m'as lancé, j'ai oublié de répondre. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Statistiquement, en tout cas, c'est inquiétant parce que justement, je parlais du Raptor tout à l'heure, il a un Raptor qui est bien négatif. C'est quasiment le pire de l'équipe, hein, pour la faire courte. Donc voilà, c'est inquiétant. C'est pas au niveau d'un Defensive Player of the Year, c'est sûr. J'espère qu'il y aura du mieux, mais c'est vrai que par rapport à d'habitude, je vois perdre beaucoup de duels en défense, notamment sur le premier pas, des duels purement extérieurs, quoi. Donc c'est assez problématique. Là, il a plutôt été bon contre Memphis. Donc espérons que ce soit le début d'un nouveau Marcus Smart parce que c'est sûr que, en tout cas pour ma part, j'étais assez inquiet sur son début de saison. Et même en attaque, je trouvais pas, je trouvais bon, mais pas non plus flamboyant. Et là, hier, bon, il était plus que décent. Ouais. Et puis ça fait 2 matchs quand même qu'il est à 11 et 12 assists, c'est ce qui est toujours sympa aussi. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. L'épisode va toucher à sa fin. En ce qui concerne la suite pour le trèfle, donc juste pour vous dire, on va avoir un épisode focus qui devrait sortir très bientôt. Je vous renvoie d'ailleurs vers celui qui était sorti il y a quelques semaines avec, on avait eu la chance de recevoir Guillaume de Basket Lab en invité, qui était venu parler de Marcus Smart avec nous. Pour la trame principale, on va dire, du podcast, on vous donne rendez-vous d'ici 1 mois à peu près. Ça devrait nous emmener aux alentours du 30e match. C'est ce qu'on avait évoqué entre nous comme échantillon, on va dire, pour voir une partie un petit peu plus importante. On a un calendrier, comme Hugo le disait tout à l'heure, qui va être un peu plus zen là sur les 10 matchs à venir. Et ensuite, par contre, il va y avoir un gros morceau début décembre avec une dizaine de matchs qui va être assez costaud avec de gros adversaires d'affilée. Ce sera intéressant. Ça nous laisse le temps de voir comment cette équipe va évoluer dans ces différentes situations. Du coup, il me reste juste à vous souhaiter une bonne suite de saison, de bons réveils à différentes heures de la nuit pour les plus courageux, de bons replays pour les autres. Go Celtics et à très bientôt. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.5
4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams checked out.